comment mesurer le marketing. C'est vrai que les problématiques d'attribution et puis de reporting, c'est entre la nécessité d'identifier des initiatives qui ont plus d'impact, à la fois nous-mêmes pour arbitrer les décisions, le budget, et puis à la fois aussi justifier ses actions auprès du CEO ou des autres équipes. C'est toujours des sujets un petit peu centraux. Donc l'idée, c'est qu'on voit aujourd'hui un petit peu comment mesurer le marketing, quel KPI suivre aussi pour faire son reporting. Et, et puis qu'on puisse discuter un petit peu de ce sujet-là avec 2 retours d'expérience parce qu'encore une fois, du coup, je suis pas tout seul. Je suis aussi aujourd'hui, du coup, avec Julie et Adeline. Donc Julie qui est CMO chez MyReport et Adeline chez Pledzi. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Euh, Bon, merci encore une fois du coup d'être venu partager un petit peu votre retour d'expérience pendant ce live. J'allais dire, c'est trop cool. Encore une fois, bon, on se connaît un petit peu depuis longtemps, tous les trois, Adeline, depuis même avant le lancement de la communauté. Mais Julie, en tout cas, vous faites aussi partie des premières membres, toutes les deux. Merci du coup d'être venu partager votre retour d'expérience. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement vous présenter un peu mieux que ce que j'ai fait en intro pour ceux qui ne vous connaissent pas, quoi. Enchantée, moi c'est Adeline Lemercier, donc je suis directrice marketing chez Pledzi. Donc Pledzi, on a un outil de marketing automation français donc pour les entreprises B2B. Ça fait 8 ans que j'ai rejoint Pledzi pour structurer la stratégie marketing, structurer l'équipe. Et donc avant Pledzi, j'ai travaillé pendant 4 ans chez un gros éditeur de logiciels. Donc en gros, j'ai toujours travaillé chez des éditeurs et toujours dans le B2B. Voilà. Ok, ça marche. Et Julie, du coup? Est-ce que c'est bon? Yes. C'est bon, on t'entend. Ok. Parfait. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis donc directrice marketing chez MyReport. Ça fait 8 ans que j'y travaille. MyReport, c'est un éditeur d'une solution d'analyse de données. C'est une entreprise française qui adresse essentiellement les PME, donc B2B. On est nous-mêmes une PME, on est un peu moins de 100 collabs aujourd'hui. Et côté market, je suis entourée de 6 personnes et on est tous basés à Paris. En tout cas, côté market. Ok, très cool. Justement, du coup, on va aller... bon, bref, on va rentrer un petit peu dans le sujet mesurer le marketing. Juste avant qu'on rentre dans le déroulé un petit peu de la conférence, je rappelle un petit peu pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois aujourd'hui sur ce sujet-là, il y a l'onglet de chat sur lequel vous pouvez interagir. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience, réagir à ce qui peut être dit ou poser des questions si c'est nécessaire. On les traitera en allant ou potentiellement à la fin en fonction de comment ça se déroule. Donc, bon, on va parler aujourd'hui forcément mesures, KPI, reporting, attribution. Sur ce sujet, je le disais un petit peu en introduction, mais les enjeux, ils sont multiples. C'est à la fois un sujet de pilotage marketing, un outil de reporting, d'alignement, de valorisation en interne, et ça rentre aussi souvent dans les plans de com, disons-le. Donc, mais avant qu'on rentre dans le détail, du coup, c'est quoi la place que vous donnez à ces données, à la donnée d'ailleurs en général? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes souvent challengé aussi en interne et par qui? Adeline, si tu veux commencer. Oui, carrément. Donc pour moi, cette partie KPI, c'est vraiment super important et central. Ça, je suis vraiment contente. En fait, dès le début, quand j'ai rejoint Pledzi, j'étais challengée par Charles pour mettre en place justement les KPI marketing et le suivi. Et je trouve ça vraiment très bien parce que c'est super important en fait pour définir des objectifs. Et ça permet en fait de savoir où on va, où on doit aller et donner un cap. Ça permet aussi de suivre les impacts de ces actions marketing et de les rattacher à des enjeux business de l'entreprise. Et le troisième point, ça permet justement de démontrer l'impact du marketing. C'est un sujet qui est de plus en plus important, ou en tout cas on en parle de plus en plus. Et c'est vrai que sans suivi de KPI, c'est impossible de démontrer la valeur du marketing. Donc pour moi, c'est central. Et pour répondre à ta deuxième question, donc, je suis challengée principalement par Charles, donc le cofondateur de Pledzi, qui est du coup aussi mon manager et qui est, on va dire, la personne la plus sensible au marketing au niveau des fondateurs. Et c'est vrai qu'en fait, quand on fait un point ensemble, la plupart du temps du point, on parle que KPI, parce qu'il veut comprendre pourquoi il y a des mouvements, pourquoi il y a des baisses, pourquoi il y a des augmentations. Donc, je dois venir à chaque fois ultra préparée pour expliquer justement ces variations. Et puis après, je me suis fait aussi pas mal challenger par les membres du CODIR quand on a des CODIR, mais on en parlera juste après. Ok, très cool. Et du coup, toi, Julie?
Pareil de notre côté, extrêmement central pour les raisons qu'Adeline a évoquées. Et puis, c'est aussi un petit peu notre métier chez MyReport. Donc, évidemment, ça a une place centrale. Je suis challengée comme toi, Adeline, par mon boss. C'est le CEO de la boîte. Il s'appelle Thibaut. Et en plus, il a un profil... Alors, il est hyper intéressé par le market, mais il a un profil ultra analytique. Donc, pareil, ça va très, très loin. Et après, pour élargir un petit peu, je ne parlerai pas de challenge, mais c'est beaucoup d'échanges qu'on a aussi avec le directeur commercial autour de nos indicateurs, soit pour le rassurer, sur l'alerter. Donc, ça va être des indicateurs spécifiques, on va y revenir. Et puis, pareil également avec le reste du CODIR, moins régulièrement, mais à minima une fois par an, au moment où on fait les budgets et on arbitre pour l'année suivante. Je leur partage les indicateurs aussi pour les associer aux décisions et leur expliquer pourquoi je préconise tel ou tel plan d'action, parce que ça va générer tant, cette année ça a généré tant. Donc voilà, c'est moins être challengé, mais en tout cas, c'est des indicateurs que je partage beaucoup avec le reste du CODIR. Et puis, pour revenir sur le terme que tu employais, de challenger, en fait, c'est plus des discussions qu'on a. Alors, forcément, dans mes points avec mon patron, je suis challengée, mais c'est plus des discussions qui doivent nous permettre de lever la tête et de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça reboucle avec ce que disait Adeline, mais ouais, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Oui, challenger, c'est pas, enfin, si, des fois c'est le Oui, bon terme, c'est pas le quotidien, c'est pas le Ouais. quotidien. Des fois aussi, c'est effectivement expliquer, valoriser, mais voilà. Donc, il y a plusieurs objectifs quand on partage des données et qu'on rebondit dessus. Tu fais bien de le souligner, effectivement, Julie, quoi. Donc, quand même, globalement, c'est plutôt un outil de reporting par rapport au N+1, donc CEO, en fait, et de discussion et d'alignement avec les autres membres du CODIR, quoi. Ouais. Ok. Et de pilotage, du coup, après, évidemment, du marketing pour vous-même, quoi. Oui, complètement. Très cool. Du coup, alors, on va rentrer un petit peu dans le donné, dans ces données, et on parlera des KPI que vous suivez, comment vous suivez, et lesquels vous partagez. Mais au final, c'est vrai que quand on parle de mesure du marketing, on parle souvent d'attribution. Du coup, d'être capable de suivre, on va dire, l'impact du marketing sur le business et puis les différentes actions du market pour arbitrer les budgets et puis aussi justifier différentes choses en interne. Côté attribution, il y a plein de modèles. La first touch, la last touch, donc qui est la première interaction avec le prospect, ou alors la dernière qui a généré la conversion. Il y a des modèles plus complexes qui vont permettre soit automatiquement ou manuellement, mais de pondérer un petit peu les différentes actions au cours sur l'intégralité du funnel des interactions avec un prospect. Comment vous avez choisi, vous, de mesurer du coup l'impact du marketing au final, et puis c'est un peu quel modèle d'attribution vous êtes parti, Julie? Alors nous, on est parti sur un modèle First Touch pour l'attribution. Déjà, on l'avait dit en préparant la réunion, il faut bien partager avec tout le monde qu'il n'y a pas de modèle parfait, effectivement, il faut accepter ça. Donc nous, on est parti sur le First Touch, c'est ce qui nous semblait être le plus simple. Maintenant, au-delà du modèle qu'on choisit, ce qui est pratique dans notre modèle-là, c'est qu'il est pérenne. Et donc, de ne pas le challenger et le modifier chaque année, parce que rester sur ce modèle-là nous permet de comparer nos analyses d'une année sur l'autre. Si on change tous les ans, on ne va pas pouvoir comparer, et l'intérêt de tous les indicateurs qu'on met en place, c'est justement de pouvoir les comparer d'une année sur l'autre. Donc, on va y revenir, il n'est pas parfait, et notamment aujourd'hui où on a ouvert tous nos formulaires, il présente ses limites, mais on essaye donc de trouver des solutions pour y pallier. Mais en tout cas, on est resté là-dessus. Les solutions, c'est notamment qu'on enrichit le modèle avec du déclaratif. Mais en tout cas, pour des raisons de simplicité, on a choisi celui-ci. Ok, d'accord. Donc First Touch, et effectivement, tu l'as dit, bon, ça a assez challenge. Décidément, c'est un sacré mot que j'ai peut-être essayé de varier un peu mon vocabulaire. Je connais deux mots, tu vois. Du coup, ouais, donc c'est effectivement comprendre que les modèles sont imparfaits, ça c'est ce que tu as dit. Et puis d'autant plus que là, tu l'as dit, vous êtes dans un process d'ouverture des formulaires et de tous les contenus. Et donc, c'est encore, bon, d'un autre côté, la First Touch, voilà, c'est peut-être le dernier truc que tu vas poursuivre au final. Et compléter, tu l'as dit, avec du déclaratif pour venir enrichir aussi la donnée, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de traquer du coup aussi par les logiciels. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Connaître ses biais, c'est important d'en tenir compte dans l'analyse, quoi. Et Adeline, du coup, de ton côté?
Pareil, j'ai choisi la simplicité et du coup, j'ai choisi la first touch, donc le premier point de contact de nos prospects. Après, je l'ai fait évoluer avec le temps. J'ai intégré le côté réactivation. Donc à la base, c'est parce qu'on avait des petites frictions avec les sales qui étaient du coup, qui avaient des primes plus importantes quand c'était des deals issus de la prospection. Donc j'avais des sources qui changeaient. Et puis après, ça a fait sens aussi parce que en fait, donc en gros, je vais expliquer la réactivation. Donc en gros, quand un contact n'a pas été touché dans les 3 derniers mois, en fait, on prend la dernière source de réactivation. Et donc ça, en gros, moi, je vais aller le modifier à la main. Et donc, c'est vrai que donc, il y avait ce sujet un peu friction avec les sales, mais c'était aussi, ça faisait sens aussi avec la stratégie parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'anciens leads qu'on connaissait depuis plus de 2 ans, 3 ans, en fait, qui étaient réactivés. Et du coup, pour moi, ça faisait plus sens au niveau marketing qu'on ait en fait la dernière source d'origine et pas la première source d'il y a 3-4 ans, parce qu'en fait, ça voulait plus rien dire. Donc voilà, donc first touch, mais avec une évolution sur le dernier point de contact pour la réactivation. Ok. Et vos cycles de vente, pour qu'on ait une idée, c'est quelque chose, ils sont très longs. Enfin, vous avez une estimation à peu près donnée, parce que peut-être que le modèle aussi il va être plus ou moins pertinent selon la durée du cycle de vente, je sais pas. Ouais, alors moi, c'est entre 6 mois, entre 6 et 9 mois. 6 mois, je dirais. Ok. En fait, nous, le cycle de vente moyen, il est de 4-5 mois. Mais c'est effectivement le deal qui se passe bien, il signe en 4 mois. Et après, il y a toutes les affaires qui dorment et qui parfois se signent après 3 mois. Donc, on les met aussi parfois de côté dans nos analyses. Donc, il y a le cycle qui se passe bien classique qu'on veut reproduire à l'infini. Et puis, il y a toutes ces affaires qui dorment et qu'il faut justement réactiver avec du market. Ouais. Parce que tu vois, c'est ce que j'allais dire. Du coup, moi, effectivement, avec un client avec lequel je travaille, j'avais dit, Aline, on fait un peu comme toi, on est sur la first touch, parce qu'en plus, nous, nos cycles sont quand même assez courts, on est sur du mois et demi, 2 mois, quoi. Et donc, c'est pertinent parce que ça va assez vite, on va dire. Mais c'est pareil, cette histoire de réactivation, tu vois, on remet à jour aussi. Alors, tout, c'est 3 mois, donc je trouve ça quand même, pour le coup, c'est assez rapide, tu vois. Nous, on la remet à jour 1 an après. En fait, si sur 1 an, il n'y a pas eu d'interaction, du coup, on va remettre à jour l'attribution à 0. Et puis, à côté, alors, j'allais dire, tu parlais d'affaires dormantes, du coup, Julie aussi, je trouve c'est intéressant, tu vois, l'influencer par le marketing, parce que là, du coup, on est sur directement attribué par le marketing. Ça, c'est vrai qu'Adeline t'en a un petit peu parlé, il y a des sujets d'attribution c'est aussi par rapport aux sales, sans que ce soit un conflit, mais c'est parce que peut-être que, je ne sais pas comment vous êtes objectivé, mais il y a des plans de com. Est-ce qu'au market, tout le monde a un plan de com? Ça, encore une fois, on avait fait une étude d'ailleurs dans la communauté, et puis pas tout le monde mais en gros, c'est moite-moite, quoi. Mais market, des fois, du coup, on va être objectivé sur le nombre de deals générés par le marketing. Puis les sales, eux, ils vont être objectivés sur les deals par la prospection. Du coup, souvent, c'est là que ça frotte. Alors que du coup, quand tout le monde est aligné, ça fonctionne bien, quoi. Et c'est important aussi dans les budgets, l'influence. Je sais qu'Adeline, je trouve que c'est quelque chose que tu mesures aussi. Ouais, carrément. En fait, dès qu'on a un nouveau client qui est signé chez Pledzi, en fait, peu importe la source, je vais aller voir en fait le parcours du prospect. Donc à la fois, moi, ça me donne plein d'informations pour ma stratégie marketing, mais ça permet également de suivre en fait les deals qui ont été influencés par le marketing, même s'ils viennent pas du marketing. Et c'est vrai qu'en fait, on l'a remarqué très rapidement, c'est que même des contacts issus de la prospection des commerciaux en fait, avaient été influencés par des actions marketing, des emails, etc. Mais c'est aussi parce que ces contacts-là, on les met dans notre nurturing Pledzi. Donc, forcément, on a un impact, on a une partie influencée, même sur les deals issus de la prospection. Ok. Julie, toi, l'influencé par le marketing, du coup, c'est quelque chose que tu suis pour toi potentiellement, sans que ça rentre dans le modèle First Touch et le suivi, du coup. L'attribution. Oui, on l'a mis en place et pareil, et pourtant, il n'y a pas d'incentive sur le sujet. Au début, il a fallu faire un petit peu de pédagogie sur les sales qui disaient « Ah oui, mais pourquoi vous l'autodéclarez ?» Enfin, vous le prenez dans votre… Ok, en fait, on a tous à y gagner. Et en vrai, si tous les deals pouvaient être influencés par du market, ça veut dire qu'on a tous bien fait notre job. Ça veut dire que les sales, à un moment, ont relayé nos contenus. Ça veut dire qu'on a aidé, possiblement raccourci le cycle de vente. Donc, forcément, quand il y a des incentives différentes, ça peut créer de la tension, mais ça ne favorise pas le business. C'est ce que je pense. La réalité, c'est qu'il faut aller chercher l'objectif où tous les deals sont impactés par le market. Enfin, pour moi, c'est une situation idéale.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, il faut que les plans de com soient alignés quand c'est le cas, Ouais, quoi. forcément. Mais enfin bon, bref, c'est un sujet un petit peu différent. Du coup, donc vous avez toutes les deux le modèle First Touch avec des sujets de réactivation un petit peu selon la durée pour remettre à jour la First Touch potentiellement. J'avais dit du coup les KPI, donc ça c'est le modèle d'attribution. Sur les KPI que vous suivez concrètement au quotidien, c'est déjà, je dis au quotidien, mais c'est à quelle fréquence et quels sont les KPI que vous suivez du coup ouais, dans vos dashboards, quoi. Pardon, j'essaie de finir une phrase quand même parce que je reprends à chaque fois et du coup ça n'a aucun sens. Pardon, vas-y Adjine. Alors moi, je vais en parler beaucoup, c'est le funnel marketing. Ça va être vraiment la colonne vertébrale de la stratégie marketing chez Pledzi. Donc, en gros, c'est toutes les étapes par lesquelles va passer un prospect. Donc, nous, on a visiteur, on a le lead. Donc, chez Pledzi, le lead, c'est vraiment quelqu'un qui laisse son adresse email. Okay. Ensuite, on va avoir le MQL, donc le Marketing Qualified Lead, donc lead qualifié par le marketing. On a intégré il y a quelques années le SAL, donc Sales Accepted Lead, qui est une étape de qualification par le commercial, le SQL qui est égal à une opportunité, et ensuite client et MRR. Et après, pour faire le bilan de l'année ou les objectifs, je suis également le CAC et le ROI. Voilà. Ok. Ouais, donc les principaux KPI du funnel, avec du coup, j'imagine les taux de conversion qui correspondent. Merci de me relancer là-dessus. Et en effet, donc ça, je suis les chiffres bruts, mais au-delà des chiffres bruts, ce que je trouve ultra intéressant, c'est les taux de conversion entre chaque étape. Et c'est vrai que c'est limite plus intéressant que les chiffres en eux-mêmes, parce que ça permet de savoir en fait où est-ce qu'on a des trous dans la raquette, dans nos stratégies marketing, et de savoir en fait du coup où est-ce qu'on met notre énergie. Donc super important les taux de conversion. Ouais, du coup, ça te permet aussi de te positionner. Enfin, il y a des benchmarks un peu B2B, mais c'est là que du coup, tu peux te permettre aussi de voir si effectivement, parce que les volumes bruts, c'est bien, mais en même temps, plus tu en as, mieux c'est. Mais les taux de conversion, c'est ce qui va te dire si tu es performant aussi, si tu attires les bons leads, si en termes de suivi commercial, market, c'est efficace, quoi. Carrément, parce que tu peux exploser en termes de génération de leads. Et puis après, s'il ne se passe plus rien, ou en tout cas, s'il y a trop de déperdition sur le reste du funnel, en fait, pour moi, ce n'est pas une stratégie marketing efficace. C'est juste qu'on génère soit pas les bons leads ou alors que notre nurturing n'est pas efficace parce qu'on n'accompagne pas nos leads assez efficacement. Ok. Et du coup, toi, Julie, Globalement, la même chose. Donc, tout le funnel, ça démarre sur le trafic sur le site web et la conversion, les demandes de contact, demandes de démo, les leads, les affaires ouvertes, les affaires, le pipe que ça génère, dont on discute beaucoup là pour le coup avec le directeur commercial et puis les équipes commerciales. Les affaires, les deals gagnés. Et ensuite, côté vraiment business, c'est OK, combien de CA ça a généré. Et fréquence plus espacée, on va regarder le coût d'acquisition aussi. Et là, c'est plus avec mon codir que je vais partager ça à des fréquences trimestrielles ou semestrielles. Mais oui, on va partager ces indicateurs. Et comme vous disiez, s'il fallait... Enfin, ils vont ensemble, mais c'est le taux de transformation qui va vraiment pouvoir nous expliquer l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Et en fait, quand tu vas regarder tous tes indicateurs, donc tu as reproduit le funnel, tu vas voir, OK, là, on a bien performé, là, on n'a pas performé. Donc, OK, c'est ici qu'il y a un plan d'action qu'il faut aller regarder d'un petit peu plus près et mettre en place un plan d'action. Parce que tu peux avoir hyper bien performé en demande de contact. Et typiquement, c'est un peu le bilan qu'on a fait en 2023. Ultra bien performé sur les demandes de contact, mais pas forcément en termes de lead gen. Ou pareil, parfois, on a des pics sur le trafic sur le site web, mais ça ne se traduit pas en nombre de leads. Donc, les indicateurs vont vraiment ensemble et c'est le taux de transformation qui va les relier. Ok, donc ça, j'allais dire, je vais rebondir un petit peu aussi, du coup, ça va faire le lien avec la question d'Hortense, mais parce que vous avez parlé au final de KPI qui sont assez globaux, liés à l'activité marketing globale, du coup, encore une fois, le vocabulaire, et est-ce que c'est des choses, du coup, que vous suivez l'efficacité canal par canal d'acquisition, ou est-ce que vous mesurez par rapport au budget marketing dans son ensemble? Ou les deux, d'ailleurs.
mon capitaine? Je peux me lancer. Moi, je sais que Ouais. j'aime bien suivre canal par canal, mais pareil, je le rattache toujours au funnel pour que ce soit lié à des objectifs chiffrés et business. Donc, en fait, sur, par exemple, le SEO, Google Ads, LinkedIn Ads, je vais avoir vraiment mon nombre de visiteurs, leads, MQL, SQL, etc. Et puis après, chaque personne dans mon équipe, en fonction de leur poste, en fait, vont suivre aussi leurs propres indicateurs et en fait, vont être porteurs de les mettre en avant lors des réunions, par exemple, mensuelles ou trimestrielles. Et si on a besoin d'aller dans le détail, du coup, moi, je vais plutôt m'appuyer sur mon équipe. Ok. Et pour compléter, pour répondre à Hortense, effectivement, là, on a fait la liste des indicateurs au global, mais après, pour chaque campagne, on va décider des indicateurs. Pourquoi on le fait? C'est pas forcément pour de la lead gen, donc ils sont, notamment ceux liés à la notoriété, ils vont être beaucoup plus difficiles, mais typiquement, parce que là, on parlait de réseaux sociaux, on va aller regarder les engagements, etc. C'était dans la question d'Hortense. Et donc, la campagne va avoir ses propres indicateurs de suivi pour dire, OK, on est satisfait, on a atteint l'objectif, oui ou non, on continue. Et après, pour voir effectivement l'impact sur notre funnel, c'est là où on l'a enrichi. On a enrichi notre modèle d'attribution avec du déclaratif. Et notamment, on voit où on a énormément de leads qui viennent sur en direct. Et ben en fait, quand on leur pose la question, ils déclarent nous avoir connus sur LinkedIn. Donc là, on est en train de réfléchir à voir, OK, comment on traite cette donnée qui aujourd'hui n'est pas de la donnée structurée, comment on va enrichir notre modèle. On est en pleine réflexion là-dessus. Mais on en revient au point de départ, c'est qu'on accepte que le modèle n'est pas parfait, on récupère des données, on vient enrichir, on fait évoluer aussi le modèle progressivement. Mais après, la campagne a ses propres indicateurs qui sont isolés de l'ensemble du funnel et après, on vient voir la contribution. Ouais, c'est vachement intéressant, tu vois, ça rebondit avec un peu ce que disait Aline et puis la question d'Hortense sur LinkedIn, tu vois, nous on avait ce même problème sur LinkedIn Ads, typiquement, parce qu'effectivement c'est bien, enfin tu as les UTM, tu as du tracking, mais en fait il y a le comportement aussi normal, des fois tu vois des pubs LinkedIn toute la journée et tu connais les gens, tu vas sur Google, tu tapes le nom de la marque le jour où tu en as besoin, et puis tu arrives, quoi. C'est tous ces sujets d'attribution en fait où on en parlait un petit peu. Sur le SEO, typiquement, tu as le trafic brandé, puis tu as le trafic non brandé, quoi. Donc tous ceux qui viennent en tapant le nom de ta marque, ils t'ont pas connu sur Google, quoi. Enfin, c'est pas grâce à ça, quoi. Et du coup, c'est là que le déclaratif, il est intéressant, comme tu dis, Julie. C'est plus difficile à traiter parce que forcément, ça revient. Soit c'est comment tu le collectes, c'est par des formulaires, c'est premier call sales, et du coup, effectivement, ça te permet d'avoir. Oui, je vous ai connu sur LinkedIn, je vous vois tout le temps, je vous vois tout le temps sur LinkedIn, quoi. Ouais. Les deux, formulaires et call SDR qui vient enrichir l'information. Ok. Et je trouve qu'il y a un autre moment aussi intéressant pour avoir ce genre d'informations, c'est les événements. Moi, je sais que quand je croise des personnes qui viennent sur nos stands ou à nos conférences, c'est là aussi on a du feedback. Je vois souvent sur LinkedIn ou alors je vous ai entendu au Café du Market, etc. etc. Et c'est des événements, c'est aussi pas mal. Du coup, c'est plutôt qualitatif, mais pour avoir aussi ces insights plus qualitatifs. Et après, tu vois, Axel, tu as souligné un truc qui est un peu... qui est à la fois une frustration et en même temps, il faut accepter de prendre du recul. Typiquement, ça m'est arrivé l'année dernière. OK, le SEO explose. Super, on est trop content. C'est la stratégie qu'on met en place depuis de longs mois, etc. Ça y est, ça porte ses fruits. Et tu remontes, tu zoomes du coup dans la donnée. Donc, tu sais que tu as un canal SEO qui performe, tu zoomes. Et là, tu te rends compte que, ouais, mais c'est SEO brandé. Bon, OK. Et en fait, à chaque fois que tu vas zoomer dans la donnée, tu vas avoir un autre fil à tirer et qui va venir un petit peu modérer ton analyse. Et le truc, c'est que c'est sans fin. C'est sans fin. Pareil, OK, ce que je disais tout à l'heure, le trafic du site web qui augmente. OK, super, mais ça génère moins de leads. OK, et donc en fait, ça dit, et c'est notamment mes points, je parlais tout à l'heure de Thibaut avec qui on fait nos points, on va toujours très loin, etc. Et ça génère à la fin un truc de dire, OK, mais oui, mais il y a. Et donc, à un moment, de prendre du recul. Et c'est là où on a fait toute une liste d'indicateurs. Mais en vrai, s'il fallait en retenir qu'un, notre North Star métrique, nous, c'est la demande de démo. On accepte que ça ne suffit pas à tout expliquer. Mais en fait, s'il fallait en retenir qu'un, ce serait celui-ci. On se tient à celui-ci, on voit comment il évolue. J'ai 1000 manières de l'expliquer, 1000 indicateurs, etc. Et si tu as une demi-heure ou une demi-journée, on va rentrer dans le détail. Mais en vrai, faut parfois se limiter parce que tu peux aussi facilement, et c'était la question de l'IA,
tu peux facilement monter des usines à gaz, à vouloir tout expliquer, tout comprendre, tout analyser. Et puis parfois, tu as passé ta demi-journée à faire ça et tu n'as pas produit derrière. Et bon, voilà. Donc, il faut aussi raison garder. Ouais. Et puis, ça dépend aussi de ta maturité, de ton équipe, etc. etc. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis, c'est le temps que ça prend. C'est Guillaume Houbèche, le patron de l'EMIS, qui avait dit ça aussi, qui a dit l'attribution marketing, franchement, faut voir vraiment qu'est-ce que tu apprends par rapport au temps que tu y passes, en fait. Parce que, typiquement, le sujet de SEO, c'est ça. Si tu commences à dire, ouais, le SEO, ça nous a rapporté tant de démos, tant de pipe, tant de CA, tu dis, ouais, bien, ok, mais ton SEO, du coup, c'est quoi la part de brandé là-dedans? Ah ouais, mais en fait, je suis pas capable de faire la différence. Oui, donc en fait, c'est pas la recherche organique, tu vois. Si la moitié de ton trafic, c'est de la brand, en plus, est-ce que c'est la brand qui convertit du coup en fait, non, ton attribution, elle ne marche plus, tu vois. Donc, c'est une question de rapport effort-gain. Et c'est vrai que du coup, tu vois, moi, quand j'essaie de reporter, par exemple, avec mes clients, moi, ce que je suis beaucoup, c'est le ROMI, au final. Enfin, c'est le Return on Marketing Investment. Alors, c'est le ROI du marketing, en gros, quoi. Mais ça va suivre, Julie, ce que tu disais sur la demande de démo, quoi. En fait, c'est par rapport à ce qu'on dépense en marketing, combien est-ce qu'on génère, et puis est-ce qu'on est sur les objectifs de pipe, et puis de chiffre d'affaires. Parce qu'au final, on sait que dans les actions marketing, ouais, ok, l'ADS, c'est de la direct response, on peut faire l'attribution assez précisément sur Google Ads. Mais par contre, en fait, il y a des actions de marketing, et typiquement LinkedIn, où c'est plus diffus, et on sait que ça contribue, mais en même temps, on n'est pas capable de dire sur quelle part, quoi. Bref, pardon, je parle dans mes Et histoires. pour répondre à Yoann, il y a Yoann qui nous pose la question jusqu'à quel niveau de granularité on doit aller. En fait, ça dépend de... Enfin, déjà, on y va étape par étape. Donc, au début, tu as 3 indicateurs et puis après, tu vas venir l'enrichir et après, tu vas aller fouiller pour comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 indicateurs. Donc, tout dépend de à quel point tu es staffé et quel temps, toi, tu peux y accorder. Et en fait, c'est ça. C'est moi, finalement, ce que je fais, c'est que je m'accorde des plages horaires. C'est fin de mois, on a le reporting à faire, partager avec les équipes. Et donc, j'ai, je ne sais pas, 2 heures ou une demi-journée pour m'y accorder. Parce qu'en vrai, je peux vite rentrer dans un tunnel de OK, je vais tirer un fil et 2 heures plus tard, je vais relever le nœud et j'ai relevé le nez. Et j'ai pas beaucoup avancé. Donc, m'accorder un temps, dire OK, j'ai tant de temps pour aller fournir, alimenter mes analyses, et puis je me tiens à ça parce que sinon on peut y passer beaucoup de temps. Donc, on y allait progressivement avec plusieurs les indicateurs classiques qu'on va enrichir après, et puis de se fixer des temps qu'on accorde au sujet pour rester pour raison gardée. Toujours se poser la question aussi pourquoi en fait on va suivre tel indicateur, pourquoi on va, toujours se rattacher, je trouve, au pourquoi on suit tel ou tel indicateur ou pourquoi on creuse dans ce sens-là. C'est comme tu le dis, on peut vite se perdre ou alors on peut aussi vite suivre des indicateurs un peu par habitude. Et, il faut se poser, dire ok, attends, est-ce que ça fait toujours sens dans ma stratégie, au niveau de la stratégie globale de la boîte. Donc voilà. Et savoir dire non aussi. Moi, je sais que parfois, je croise des collabs. Ah, tiens, tu peux me dire, OK, c'est quoi, vous performez comment là-dessus, etc. Donc, moi, j'ai la réponse, je te la partage avec plaisir. Et puis parfois, non, c'est un indicateur qu'on ne suit pas parce que ceci, parce que cela. Et de dire, non, écoute, moi, je ne suis pas cet indicateur. Il reste à expliquer pourquoi on ne le suit pas, mais de pouvoir dire, non, cet indicateur-là, il ne nous intéresse pas, en tout cas, aujourd'hui. Ouais. Et donc, il y a Fanny qui nous questionne sur le ROMI. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne mets pas toute la partie masse salariale dans notre indicateur, mais ça fonctionne avec, ça fonctionne sans. Le tout, c'est de partager les règles. C'est de dire, OK, quand je partage cet indicateur, il répond à tel périmètre. Voilà les critères que je prends pour le calculer et voilà comment. Et en fait, encore une fois, l'objectif de l'indicateur, c'est de voir comment il évolue. Donc, le tout, c'est de ne pas changer la règle d'une année sur l'autre ou d'une période à l'autre. Parce que si l'année N-1, tu as mis en place, tu as tenu compte de la masse salariale et l'année N, tu n'as plus compte, là, tu peux plus partager tes analyses. Donc, tu partages un périmètre, tout le monde est au courant de ce que tu mesures et comment tu le mesures. Et après, on discute. Ouais. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé, justement. J'aime bien à la fin de chaque année de suivre l'évolution année par année. Et en fait, je sais que j'avais intégré ce sujet-là du salaire plus coût freelance. Et en fait, je voyais que c'était vraiment corrélé aux résultats marketing.
et ça avait pu mettre de l'eau dans mon moulin en disant là en fait je suis sous-staffée et j'ai besoin de recruter, et en fait si vous me demandez tel objectif, en fait j'ai besoin d'avoir des gens en plus ou de l'aide par des freelances, parce que et ça a été démontré, tu avais vraiment les deux courbes qui se suivaient, quoi. Ouais. Voilà, c'est génial. Quand tu arrives à faire ça, c'est génial. C'est clair. C'est clair. Ouais, et puis après, je rejoins ce que dit Julie, c'est de l'important, c'est pour que l'analyse elle soit pertinente, c'est d'avoir des règles qui sont partagées et qui sont fixes, quoi. Parce que bon, après, d'un autre côté, ça pourrait être trop facile au niveau du market. Bon, bah, ton ROI, il est un peu moins bon, tu fais sortir les salaires, et puis d'un coup, ça skyrocket. Ah bah oui. Mais bon, bref. Les données, ce qu'on veut leur faire dire, encore une fois. Trop cool. Donc, du coup, on a parlé un petit peu de l'attribution et puis des KPI que vous suivez. Au final, ces données, elles sont utilisées, vous l'avez dit, à la fois pour le pilotage à votre niveau et le reporting potentiellement avec C-level et CEO. Forcément, ça sert aussi par rapport à l'équipe. Vous en avez parlé, toi, Aline, aussi, tu as dit que tu avais dans ton équipe, chacun suivait ses propres KPI. De quoi vous parlez avec les uns et avec les autres? C'est quoi la différence, on va dire, en termes de reporting et de suivi de KPI entre l'équipe et le codir, quoi. Julie? Forcément, on ne parle pas de la même chose. Pour faire simple, avec le C-level, c'est tout ce qui va être après le lead. Et donc, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, donc il y a le pipe généré, il y a le chiffre d'affaires, il y a le CAC, mais on va aussi regarder le panier moyen. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le panier moyen pour voir comment il évolue, ou encore le délai de signature. Ça va nous permettre de lever des alertes avec l'équipe commerciale si besoin. Donc, tout ce qui est après le lead. Et puis, avec l'équipe market, c'est tout ce qu'il y a avant le lead. Donc, déjà, à savoir que toute l'équipe market est incentivée sur le nombre de leads générés par mois. Même ceux qui sont moins directement impliqués. Pour le coup, ça fait quelques années qu'on fonctionne comme ça et je trouve ça très positif parce que ça permet de donner du sens et de raccrocher avec les enjeux business de la boîte. Et après, je vais aussi à fréquence plus élargie, mais on va dire une fois par trimestre, ce que j'ai rapporté au CODIR, je vais aussi le partager avec les équipes pour qu'elles aient une vue également de ce qu'on produit et du résultat qu'on produit. Mais c'est plus du partage d'infos que du suivi de la performance, en fait. Ok. Ouais, mais d'un autre côté, c'est leur montrer aussi l'impact business, enfin comprendre que les équipes, comment tu contribues au business et puis les impliquer là-dedans, quoi. La vue globale. Ok. Et toi, Aline, du coup? C'est assez proche sur la partie donc C-level, donc ça va être pendant les CODIR. Donc on va en avoir deux types, CODIR annuel pour valider les objectifs, le plan, etc. et trimestriel pour suivre l'activité. Donc là, je reste assez macro. Je représente en fait mon funnel et là, j'essaye vraiment de pouvoir montrer les évolutions et donner de la projection. Généralement, au CODIR, je ne vais pas parler je ne vais pas rentrer dans le détail de campagne, etc., sauf s'il y a un enjeu stratégique. Par exemple, si on va lancer un nouveau marché, un nouveau persona, etc., là, je peux faire un zoom sur une campagne plus spécifiquement. Ensuite, au niveau de l'équipe marketing, pareil, funnel marketing, ultra important pour moi. On en parle chaque semaine dans nos réunions hebdo parce que je veux vraiment que chaque personne de l'équipe se sente responsable de ces indicateurs-là et comprennent que chaque personne comprenne son impact dans le funnel. Et là, ça l'est moins maintenant parce que j'ai des personnes plus seniors. Mais je trouve que c'était vraiment important. Au tout début de Plaisir, j'avais pas mal de juniors qui étaient en alternance, que j'ai après pris en CDI. Et en fait, que la personne au contenu, communication, comprenne son impact au niveau en fait de la stratégie globale. Et puis après, il y a le troisième point, c'est Plaidi au global. Ça, pareil, c'est Charles qui m'avait motivé à le faire. C'est lors des réunions globales, en fait, devant toute la boîte, de parler du funnel marketing, d'expliquer un peu les différents termes et de présenter les chiffres. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, je trouve que ça met vraiment une culture marketing chez Plaidi. Et en fait, n'importe qui dans la boîte, c'est ce qui est un MQL, même un dev. Et ça a permis aussi de montrer l'impact du marketing en fait à toute la boîte. Et je l'espère, mais aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de chez Plaidi, il ne va pas vous dire le marketing, je ne sais pas ce qu'il fait. Il va vraiment comprendre la stratégie marketing et l'impact du marketing. Donc voilà, donc funnel. Mais à différents niveaux et différents objectifs.
Ouais, ouais, et au final, vous remontez aussi toutes les deux, c'est ce que vous avez dit avec l'équipe marketing, mine de rien, sur ce qui se passe avant le lead, parce que c'est aussi là, bon, forcément, enfin, j'allais sur les réseaux sociaux, sur le SEO, il y a des KPI de trafic, de ranking, de machin, mais toujours en le liant quand même au business, en partageant soit trimestriellement, enfin, vous l'avez dit, il y a des fréquences différentes toutes les deux, mais c'est montrer quand même le lien impact business, parce que dans l'absolu, SEO, ouais, c'est pas, enfin, générer du trafic sur un site internet, c'est facile, entre guillemets, mais tout mot-clé n'est pas bon à prendre, quoi. Donc c'est toujours lié ça avec l'impact business aussi pour montrer, on va dire, le rôle du market, quoi. Bah, on a un rôle qui est hyper générateur de business pour le coup. Par le passé, dans ma boîte, toutes les équipes étaient incentivées sur le CA. Donc, tu avais la prime mensuelle qui tombait si on faisait les objectifs, etc. Et en fait, moi, j'en suis sortie il y a quelques années parce que j'ai aussi pu démontrer à mes patrons que j'avais un indicateur qui n'était pas du salaire du quali déguisé, mais qui était un vrai indicateur quantitatif. Donc, je pouvais dire à la fin de chaque mois, objectivement, c'est atteint, c'est pas atteint. Qui servait le business. Et donc, non, ce n'est pas du quali déguisé, c'est un vrai indicateur de performance. Et donc, de pouvoir convaincre aussi les patrons de dire, bah, OK, nous, on sort de cette prime-là parce que l'indicateur que je vais proposer, il sert nos intérêts à tous. Et ça permet effectivement à l'équipe d'être plus proche du gain, en fait. Enfin, l'impact, et c'est directement chez eux. Ouais, Donc, ouais, c'est plutôt une bonne chose. C'est motivant pour tout le monde, en fait. ouais, j'aime bien, comme tu dis, plus proche du gain, parce que c'est vrai qu'au final, quand tu es juste sur le CA, Ouais. tu es aussi dépendant, au-delà de la qualité de ce que tu vas produire au marketing, du travail des sales, potentiellement de la qualité du produit, qui peut aussi être aussi une question. Donc, c'est de trouver le bon indicateur qui soit révélateur d'un lead de qualité, potentiellement soit sur le MQL, soit peut-être même sur l'opportunité ouverte à ce moment-là, sans être dépendant du travail des autres, on va dire, entre guillemets, dans la suite du funnel, qui peut aussi impacter la conversion, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est complètement l'idée. Ok. Adeline, toi, tu l'as dit, enfin, les objectifs market, ils sont fixés à quel niveau du coup du funnel? Alors, sur les objectifs, nous, on suit vraiment toutes les étapes du funnel. Et après, la question, c'est par rapport à la REM. Bah, soit prime REM, oui, soit, enfin, tu vois, où est-ce que vous êtes vraiment surveillé, entre guillemets, quoi. Ok, alors du coup, ça va être soit le MQL, soit l'opportunité. Ouais. Enfin, c'est les deux. Et après, sur la partie rémunération, donc il y a une partie variable pour chaque personne de l'équipe. Donc, il y a du quanti et du quali. Et sur la partie quanti, généralement, j'aime bien qu'il y ait un indicateur qui soit vraiment lié au poste de la personne. Ok. Puis après, un indicateur peut-être plus bas dans le funnel. Donc, par exemple, l'opportunité qui est vraiment l'indicateur clé chez nous, chez Plaisir. Ok, ouais, c'est super intéressant. Ouais, sans vouloir rentrer dans les secrets, enfin les détails. Mais tu vois, je trouve que c'est, mine de rien, c'est ça qui est tout un petit peu l'enjeu autour de la mesure du marketing, de l'attribution aussi. Enfin, en tout cas, c'est une des perceptions que j'ai, quoi. C'est que c'est quand même toujours aussi lié. C'est là que tu vois que les plans de com, la façon dont ils sont faits dans les boîtes, entre les sales et le market, mais même le produit, le CSM, enfin toutes les équipes qui peuvent intervenir, qui font aussi du coup la qualité du truc, c'est quand même vachement touchy. Par rapport à ces sujets-là. Puis tu dis au final, si on n'avait pas tous ces sujets d'attribution ou de rémunération, est-ce que la mesure du marketing et de l'attribution serait si importante, ou en tout cas, est-ce qu'on se ferait autant de nœuds au cerveau? Je sais pas quoi. Mais en fait, nous, c'est un gros sujet au-delà de la REM pour les budgets. Ouais. Et finalement, c'est beaucoup à ça que ça sert. Aujourd'hui, notre modèle d'attribution, c'est de me dire, OK, N-1, j'ai généré tant en dépensant tel budget sur chacun des canaux, ça m'a rapporté tant. Et ben, l'année prochaine, je vais faire évoluer les budgets pour espérer récupérer plus. Ce qui n'est pas d'ailleurs une vérité, une vérité absolue, mais c'est dans l'exercice du budget que je vais vraiment regarder mon modèle d'attribution. Ouais, je partage également l'avis de Julie. C'est vrai qu'au-delà de la rémunération, la partie budget est ultra important et ouais, moi je te rejoins totalement. Ouais, clairement. Bah, puis surtout quand tu arrives avec ce dont on parlait tout à l'heure, là, le fameux ROI, enfin, du coup, par rapport aux objectifs de la boîte, la mesure du budget et tout, c'est vachement intéressant. En tout cas, ça permet de voir aussi la cohérence entre les objectifs et les moyens, quoi. Très cool. Du coup, j'allais dire, si on devait un petit peu
conclure, entre guillemets, autour de ce sujet-là, mais essayer d'avoir un petit peu le conseil de la fin, en tout cas la chose que vous mettriez en avant. Le dernier conseil par rapport à ce sujet-là, mesurer marketing, attribution, c'est pour quelqu'un qui devrait justement, ou en tout cas qui se questionne sur la structuration de ce sujet, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant? En fait, je vais te répondre, mais c'est pas un conseil, mais en vous écoutant, tout ça, c'est parfois complexe, mais globalement, la fonction market, elle a hyper évolué les dernières années. Je pense que tout le monde, enfin tous les CEO, je l'espère, prennent conscience de l'importance du market et de l'utilité d'investir, etc. Et je pense que c'est grâce à ça. Je pense que c'est justement parce qu'on a réussi à démontrer la valeur avec ce partage d'indicateurs, etc. Donc, ça vaut le coup de poursuivre l'effort. Encore une fois, il faut y aller étape par étape, donc c'est le premier conseil. Mais je pense, pour moi, c'est grâce à ça que la fonction a autant évolué et s'est autant enrichie au cours des dernières années. Donc ouais, faut vraiment y aller. On y va étape par étape, c'est le premier conseil. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Et l'objectif, c'est d'éviter l'usine à gaz dans laquelle on peut vite se perdre. Je l'ai déjà dit, mais partager les règles avec les parties prenantes, partager les périmètres. On sait, OK, c'est pas forcément parfait. J'ai en tête, on a ce lead-là qui est arrivé, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde, c'est celui-ci. Et on assume ensemble ce cadre-là. Et garder ce même référentiel d'année en année pour pouvoir partager, pour pouvoir analyser les variations. Et dernier conseil, et peut-être le plus important, c'est qu'au-delà des indicateurs, parce qu'on a beaucoup parlé d'indicateurs, quanti, le plus important, c'est l'analyse qualitative que tu vas pouvoir faire derrière. Parce que finalement, quand tu rends des comptes à ton patron en disant « Ok, là, on a moins performé », en fait, tu ne peux pas t'arrêter là. La question qui vient derrière, c'est pourquoi. Et c'est évidemment beaucoup plus important que le chiffre en lui-même, parce que c'est ce qui va définir la suite. Donc, et c'est le plus dur, hein, expliquer une variation. Ok, pourquoi on fait moins de leads? Parce que, ok, je suis allée. Et c'est là où tu tires les fils pour essayer de comprendre le pourquoi. Mais c'est l'exercice le plus important dans tout ce partage d'indicateurs, c'est l'analyse qualitative que tu vas mettre derrière. Donc peut-être moins d'indicateurs, mais la bonne analyse quali qui va à côté. Et toi, Aline, du coup? Je pense que le conseil, c'est de commencer au plus tôt. Ce serait que, en ayant échangé avec d'autres responsables marketing qui prenaient leur poste, je me suis rendu compte que souvent, ces personnes n'étaient pas forcément outillées, n'avaient pas les moyens de suivre. Et en fait, c'était un peu un sujet, on n'est pas encore prêt, etc. Et en fait, pour moi, c'est ultra important dès le début de se fixer des objectifs pour avoir un cap, pour montrer l'impact du marketing, pour pouvoir aussi après évoluer sereinement dans le temps. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Je sais qu'au tout début, nous, on suivait 3 indicateurs. Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, visiteur, lead, client. Ensuite, on a intégré le MQL. Ensuite, on a intégré le SQL. Ensuite, on a intégré le SAL. On l'a fait évoluer. Mais c'est super important pour moi, je pense, de définir des KPI dès le début pour se donner un cap. Et aussi, pour peut-être des personnes qui n'ont pas des dirigeants qui sont sensibles au marketing, aller rattacher le marketing à vraiment les enjeux de l'entreprise. Et ça m'a fait évoquer un autre point en vous entendant parler, en t'entendant parler, Julie, sur le côté quali. Moi, si j'avais fait les choses différemment, je pense que chaque année, j'aurais vraiment un doc sur quels ont été les grands axes stratégiques, les grandes actions, avoir une sorte de documentation, quels ont été les tests, les variations, pour en fait se dire, OK, alors attendez, là, on a cartonné, qu'est-ce qui s'est passé? Et avoir une master bibliothèque, ça fait 8 ans que je suis chez Pledzi, mais de se dire, OK, quels ont été les grands moments forts de la stratégie sur chaque année pour après aller rattacher à des explications. Super intéressant. Mais du coup, y aller pas à pas, mais y aller le plus tôt possible, au moins sur quelques KPI clés, quoi. Ouais. Ok. Je sais pas si tu allais réagir, Julie, ou pas. Ouais, sur ce que tu viens de dire, Aline, on l'a un peu fait sur certaines campagnes et en plus, j'aime bien ça. Auprès de mon équipe de les challenger sur les indicateurs. Surtout les plus juniors, ils sont rarement coutumiers ou même ils n'y pensent pas forcément. Donc dire ok, la synthèse, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait. Et donc on l'a pas fait systématiquement, mais sur certaines campagnes, effectivement, tu as le petit support documentation, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'étaient mes objectifs, la définition de l'objectif avant la campagne, hyper difficile à faire. Et j'avoue, parfois, je pède à le faire, de dire ok, pourquoi on l'a fait.
Ouais. On a fait, souvent, c'est parce que tout le monde dit qu'il faut le faire, donc on y est allé. Mais c'est quoi ton objectif en y allant? Donc, essayez tous de prendre cette habitude-là et de le documenter et à la fin de dire, OK, est-ce que tu as atteint les objectifs? Oui, non. Et la vérité, quand c'est des premières campagnes, les objectifs, parfois, typiquement, au Café du Market, tu viens chercher des abacs, tu n'en as pas forcément. Quand c'est la première campagne ou la première année que tu testes, tu n'as pas forcément l'objectif chiffré. Tu peux aller chercher à droite à gauche en faisant de la veille et savoir quoi espérer. Mais au moins, tu as une ligne repère et ça te permet de voir, OK, si tu es au-dessus, si tu es en dessous et qu'est-ce qu'il faut faire pour les années, pour les campagnes suivantes. Ouais, effectivement, c'est ce que tu dis. Si c'est la première fois que tu le fais, tu peux au moins aller benchmarker. Soit tu trouves des chiffres en ligne, soit tu échanges avec des pairs. Encore une fois, c'est là que c'est super important. Bon, on a parlé du Café du Market parce qu'on est dedans, mais même des collègues sur LinkedIn en direct. Voilà. Bon, bref, il y a d'autres moyens, mais en tout cas, l'échange entre pairs, c'est super important pour au moins fixer des premiers steps. Ouais, un cap. Bon, il y a des questions, il y a 2 questions super intéressantes. Alors, je vais commencer avec celle de Fanny. Vous partagez pas, après on va voir, mais elle demande est-ce que vous avez une idée le pourcentage du CA global que représente le budget marketing? Déjà, est-ce que c'est comme ça que vous le mesurez? Parce qu'en fait, c'est vrai que là, pour le coup, alors je vais étendre la question, mais on avait partagé des données de benchmark justement par rapport à ça quand on avait fait masterclass sur plan marketing d'ailleurs, Adeline, tiens, ensemble, je crois. J'avais trouvé ça, et il y a 2 façons de le mesurer. Tu en as qui le mesurent soit par rapport au chiffre d'affaires global, et là, du coup, c'est Gartner qui avait fait une stat de 7,7% en 2024. Voilà, budget en baisse par rapport aux années d'avant, mais en gros, c'était 7,7% du CA. Et tu en as qui mesurent selon les modèles de croissance aussi, donc ça va dépendre un petit peu de la dynamique de l'entreprise, si tu es voué à une très forte croissance ou si c'est plutôt de la PME classique qui fait une croissance modérée, on va dire. Et tu en as qui mesurent sinon la part par rapport aux nouveaux revenus générés. Et donc, dans ce cas-là, on est plus haut. Ça peut être quasiment la moitié du nouveau revenu généré. Moi, je sais que, par exemple, là où je le mesure avec un de mes clients, principalement, on va dire, on a le budget marketing, c'est 25% du nouveau revenu. Voilà. Donc, qui doit être généré sur l'année. Donc, et après, il y a les récurrences. Et si du coup, on met le chiffre d'affaires global, on doit retomber à peu près à 12,5 ou entre 10 et 12,5, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous, c'est des chiffres que vous avez là, vous avez envie de partager ou pas, quoi. Nous, c'est 6% du CA global, en tout cas, globalement, là, les dernières années. Après, c'est quelque chose qu'on partage. Je ne communique pas forcément auprès des équipes, mais ce n'est pas un secret. Mais en tout cas, au moment des budgets, effectivement, c'est plutôt le directeur financier qui sort cet indicateur-là pour dire, OK, on a fini le budget, voilà, on en est là, on en est là. Et voilà, c'est sur une slide, mais on n'en fait pas plus. On ne partage pas plus que ça et on ne le suit pas plus que ça au cours de l'année. Non, mais c'est vrai que c'est quand tu dois construire ton premier budget, je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est dans cette logique-là, Fanny, que tu posais la question, mais c'est vrai que tu as envie de te dire, quand on dit premier budget, tu as des objectifs, il y a un objectif de chiffre d'affaires ou de croissance, tu vois, comment tu te positionnes aussi par rapport à la concurrence? Tu as un petit budget, tu as un gros budget, c'est quoi les moyens? Ouais, c'est quoi les ambitions de la boîte? Est-ce que c'est d'investir sur le market? Est-ce que c'est de développer, investir sur le dev? Évidemment, c'est à corréler en fonction des ambitions de la boîte. Mais c'est bien de savoir, en tant que CMO, c'est bien de savoir comment on se positionne parce qu'effectivement, ça en dit long sur les ambitions de la boîte. Ouais, puis ça fait le lien avec le sujet de ROI aussi, parce que du coup, par rapport à ça, si tu mets les salaires ou pas les salaires, en tout cas, c'est l'attente aussi du CFO, du CEO par rapport à ça sur c'est quoi le revenu qui est généré, quoi. Pardon, Adeline, du coup, tu voulais partager? Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 10% de mon côté du CA. Mais c'est vrai que c'est pas trop une info sur lequel on communique énormément en interne. Je sais que moi, c'est les discussions sur la partie budget, c'est OK. Chaque année, on a les cofondateurs qui nous disent on doit faire tel objectif de New MRR. Et en fait, avec Claire, la directrice commerciale, chaque fin d'année, en fait, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire chacune de notre côté en termes de chiffres. Et en fait, moi, je donne mon budget à mon boss en disant si tu veux je peux faire ça, mais pour faire ça, il me faut tant de budget. Et en fait, là, on rentre dans des discussions et des négos. Mais du coup, il ne me donne jamais une première enveloppe. Il me laisse travailler sur qu'est-ce que je peux générer. Et ensuite, on a un échange sur la partie budget. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est ce que dit Fanny, quoi. Grosse ambition, petit budget. Donc, effectivement, là, c'est bien de pouvoir se positionner en disant, ça, c'est réaliste, ça, c'est pas réaliste, quoi. C'est sûr que si on te demande un ROI de 1 pour 10, écoute, si tu le tapes, c'est que tu es une rockstar, quoi. Parce que je sais pas si c'est un ROI qui est très classique côté market, quoi. Et puis après, il y a Clélia qui demandait aussi, du coup, sur quels outils vous suivez vos KPI.
Est-ce que c'est tableau de bord CRM, Google Sheet voilà, j'allais dire pour le coup, j'ai une petite idée, mais allez-y. Alors nous, on a pas mal de tableaux de bord. Donc tout ce qui est funnel, on a pas mal de tableaux de bord dans HubSpot. Très enrichi. On a du Looker aussi. Et pour comparer, donc on a HubSpot et on a le RP Odoo. Et là, pour le coup, on a notre propre solution qui nous permet de croiser les données et qui me permet d'aller beaucoup plus loin dans mon analyse. Donc c'est la solution qu'on édite. Et Ok. ouais, pardon. Oui, non, vas-y, Moi, de Adeline. mon côté, du coup, j'ai plaidé pour toute la partie tableau de bord marketing, donc vraiment de trafic jusqu'au MQL. Et ensuite, sur le bas du funnel, donc j'allais dire Salesforce, mais non, ça c'était notre ancien CRM. Là, on a basculé sur Attio. Donc en gros, par exemple, chaque semaine pour suivre l'activité, si les MQL sont bien traités, si ça a donné lieu à des opportunités, etc., je regarde dans le CRM. Et puis après, pour garder mes KPI et les présenter, enfin voilà, ma base de travail, après, c'est le bon vieux Google Sheet que j'adore. Ouais, c'est ce que j'allais dire souvent. Enfin, moi, c'est pareil, je navigue entre Pledzi, Pipedrive, donc Market Auto et CRM. Et puis, à la fin, ça se consolide dans un Google Sheet pour faire le lien aussi avec le budget et les dépenses. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre en face les dépenses pour arriver au fameux ROI. Et puis, à la fin, mine de rien, le premier concurrent de tous les éditeurs de logiciels, ça reste encore Google Sheet et Excel, quoi. C'est clair. Très cool. Tac, tac, tac. Et encore une fois, il y a l'IA qui demandait effectivement si quand on parle pourcentage de budget, là, juste avant, est-ce qu'on mettait les salaires? De mon côté, moi, il y a les salaires et freelance là-dedans. Ouais. Toi, Julie Moi, aussi, j'ai du coup, juste tu dis. Ouais. Ici aussi, ouais. Pardon, vas-y, Moi, j'ai Adeline. juste finance dans mon budget. Et par contre, la partie RH, c'est à côté. Ok. Voilà. Ouais, donc, encore une fois, les deux modèles, enfin, les deux possibilités pour avoir discuté quand même avec, j'allais dire, bon, à travers le podcast, quasiment 140 CMO différents. Il y a autant de. Enfin, non, il n'y a pas autant de solutions que de CMO, mais salaire ou pas salaire, ce qui est important, c'est que le ROI en face qui est attendu, il soit adapté. Parce qu'effectivement, quand on met les salaires, bah, forcément, les coûts, ils augmentent. Et donc, voilà, c'est la question du ROI qui doit être en face, quoi. Voilà, voilà. Merci, Adeline, Julie.